Un plateau avec 2 invités mais pas d'animateur. Seuls devant les caméras, ils sont là pour débattre. Alors on commence par vous, présentez-vous. Donc je m'appelle Philippe Chavot. Je pourrais me définir un peu comme un personnage hybride entre la science et les sciences sociales, puisque j'ai une formation de biologiste au départ. Et après ça, je me suis intéressé à la médiation scientifique, à l'histoire et la sociologie des sciences. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui ? Moi, ce qui m'intéressait, c'était que mon champ de compétences collait tout à fait, enfin, sans être prétentieux, collait tout à fait au thème de la discussion. Donc j'ai trouvé ça tout à fait normal. Même question, qui êtes-vous ? Je suis Hervé Guérin et je suis à l'intérieur de l'unité documentaire de France Télévisions, chargé des documentaires sciences, santé et environnement. Et pourquoi vous pour ce débat ? Pourquoi moi à vrai dire, je ne sais pas trop. Je pense que ce serait à vous de me le dire. Moi, en ce qui me concerne, je me sens honoré et flatté d'être invité. Je ne me sens pas non plus perturbé parce que ça fait quand même un petit moment maintenant que je fais ce travail depuis 94-95. Donc j'ai été confronté à de multiples reprises à cette question de la médiation en termes de science, bien sûr. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Allez, on commence, première partie. Peut-être qu'on pourrait s'interroger au départ sur le terme « leurre », enfin. Je suis d'accord, oui. Parce que moi, ça me questionne un peu le choix de ce terme. Bon, il y a quelques années, j'avais fait un travail d'histoire des sciences sur ceux qui étudient le comportement animal et il présentait des leurres aux animaux, c'est-à-dire il les faisait réagir par rapport à quelque chose par rapport à un faux, quoi. Et bien sûr, ce qui me questionne, c'est ce terme leurre. Donc, est-ce que si l'information scientifique est un leurre, ça voudrait dire que quelque part on présente quelque chose au public sans que les publics puissent saisir l'intention de cette présentation? Moi, je ne suis pas sûr de ça. C'est-à-dire que si on disait que l'heure égale mensonge, je crois pas. Enfin, ça mériterait quand même une discussion. Mais enfin, je ne pense pas à une duplicité fondamentale du système, quand même. Ça peut être à l'heure dans le sens où l'information change constamment, par exemple. Donc, on prétend dire quelque chose de définitif et on ne le dit jamais. Et c'est peut-être aussi une manière de parler de notre travail à nous, médiateurs scientifiques, au sens où le leur, ce serait l'espoir perpétuellement déçu d'établir une vraie médiation scientifique et de réussir à communiquer au public des informations scientifiques que nous estimons capitales dans notre sphère un peu lointaine, si éloignée des gens à qui nous parlerions. Enfin, la vraie question, c'est a-t-on besoin... Enfin, ça paraît un peu radical, mais la question, c'est est-ce que les gens ont besoin de la science, quoi ? Quand on observe le monde autour de nous, on a l'impression qu'ils ont besoin des applications technologiques, oui, de la science en termes de connaissances, après tout. Est-ce que si vous pensiez que la Terre est plate, ça changerait quelque chose à l'organisation de votre journée ? J'en suis pas tout à fait convaincu. Alors pourquoi faudrait-il qu'un citoyen soit éclairé ? Je pense, moi, personnellement, parce qu'il est censé quand même un petit peu avoir du pouvoir sur l'évolution de la société autour de lui, donc l'évolution de la science. Pour parler d'un débat qui est dans l'actualité quand même sur les nanotechnologies, puisqu'il y a eu le grand débat qui a fait le tour de France sur la nanotechnologie, je trouve que la question est posée dans les bons termes, c'est-à-dire que les partisans du débat disent avant, on ne pouvait pas, les applications étaient trop abstraites, etc. C'est maintenant qu'il faut lancer le débat. Les opposants disent c'est beaucoup trop tard, il y a des choses qui nous entourent déjà, le marché est déjà lancé, prétendre faire venir le citoyen à un débat précisément est à l'heure. Moi, ce qui me gêne un peu dans cette affaire, c'est que si on va dans la tendance de ceux qui disent c'est le bon moment pour le débat, effectivement, il y a peut-être des questions fondamentales qui vont se poser un peu trop tardivement.
Et donc le débat est faussé. Et si on va trop dans le sens des opposants qui disent c'est pas la peine d'aller au débat parce qu'il est faussé, il y a pour moi quelque part un espace de liberté qui disparaît et qui était potentiellement quand même un espace de liberté qu'on pouvait investir. Et donc je me retrouve moi assez paradoxalement en tant qu'homme de télévision par exemple à me dire que ce débat est un petit peu confisqué tout d'un coup sur le terrain de la société civile. Et donc, si on faisait un micro-trottoir pour savoir ce que les gens, même pas pensent des technologies, ce que les gens savent des nanotechnologies, pardon, je pense que la plupart diraient ouais, ça a un rapport avec l'infiniment petit, quoi. Bon, ça irait guère plus loin que ça. Donc je pense quand même légitime qu'on a un travail à faire pour donner l'opportunité aux gens, je le dis comme ça. Le public n'est pas captif, hein, on n'est pas à l'école obligatoire, de diffuser des programmes qui donnent l'opportunité aux gens de comprendre réellement ce que sont les nanotechnologies. Oui, non, mais ça m'a l'air tout à fait légitime. Bon, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'ils ont, le débat sur les nanotech a démarré il y a déjà quelques années, c'est-à-dire un moment où personne ne pouvait imaginer ce que voulait dire le terme nanotech. Hein. C'est ce qu'on pourrait appeler un OCNI ou un OSNI, un objet scientifique non identifié, qui apparaît comme ça, et que tout d'un coup, on doit avoir un avis, on doit avoir une opinion, on doit pouvoir se construire une idée des enjeux qui y sont associés. C'est peut-être parce que le dialogue est mal engagé. C'est peut-être... Oui. Oui, mais comment bien l'engager? Je veux dire, on est dans un système comme... Moi, par exemple, pour parler de mon métier, je suis confronté très souvent, et ça passe même dans mon vocabulaire parfois, dans l'idée que faire un bon documentaire scientifique, c'est faire un documentaire qui concerne les gens. Mmh. Mais quand on y réfléchit, c'est quoi des sujets concernants? Et l'ambiguïté pour moi, et je suis d'autant plus sensible à cette analyse que pour moi elle concerne au premier chef la télévision de service public, c'est qu'on est concerné par plein de choses et on ne sait pas forcément qu'on l'est. Si on dit être concerné, c'est avoir une demande. Hein, je suis concerné par le fait que j'ai faim ou par le fait que j'ai soif. Voilà, bon, ça tout le monde comprend, ça va assez vite, quoi. Mais dans quelle mesure est-on concerné par les nanotechnologies? Moi, je dis oui, on l'est. Mmh. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils le sont. Donc faire un documentaire sur les nanotechnologies, c'est à la fois expliquer aux gens qui sont concernés, et en même temps c'est de faire contraire d'une étude de marché. Je suis persuadé que ça ne correspond à aucune demande. Et je pense que le problème de ces débats-là, c'est exactement ça. C'est des débats qui n'ont pas de demande en fait. Mmh. Et moi je vois dans le fait qu'ils n'ont pas de demande un signe, non pas d'échec, mais enfin de perte de la démocratie. Mmh. Je ne sais pas comment le dire, ça fait un peu jeune adolescent boutonneux, idéaliste. Il devrait y avoir une demande. Et ça serait intéressant de réfléchir à pourquoi n'y en a-t-il pas? Pourquoi les gens ne sont pas demandeurs d'un débat sur les nanotechnologies? Pourquoi il y en a un, il leur paraît ou imposé ou insupportable? Je pense que s'il n'y a pas de demande concernant un débat sur les nanotechnologies, c'est parce que c'est... Donc là, vous faites quelque chose de louable, c'est-à-dire qu'effectivement, les nanotechnologies ne sont pas encore, malgré les efforts des centres de culture scientifique et technique, ne sont pas encore véritablement rentrés dans l'espace public. C'est-à-dire, je suppose qu'il y a très peu de journalistes qui parlent des nanotechnologies. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la préoccupation des Français ou des citoyens. Par contre, c'est vrai qu'apporter un éclairage là-dessus, ça me semble tout à fait intéressant. C'est-à-dire que les nanotechnologies sont déjà un peu partout, dans les shampoings, dans les cosmétiques, dans d'autres produits. Ça permet de replacer justement ces technologies dans le quotidien. Mais après ça, est-ce qu'on avait besoin d'avoir un terme comme ça, englobant nanotechnologie? Est-ce qu'on n'avait pas simplement regardé les risques qu'encouraient les consommateurs C'est une question fondamentale que vous posez. Je suis assez d'accord avec ça. J'ai souvent ce débat avec des scientifiques que je rencontre qui disent qu'après tout, rien n'a changé. Dès qu'il y a des nouvelles technologies, les gens ont peur. Ça a été comme ça de tout temps. Je pense que l'argument est très imparfait parce qu'on est dans une mondialisation et on est dans des technologies qui ont tout de suite une place énorme dans le quotidien. Donc, si on réfléchit aux craintes, moi, je légitime les craintes du public. Je ne les alimente pas. Je dis qu'elles sont légitimes. On dit, par exemple, que les Romains ne connaissaient rien à la théorie de l'eau. Ça ne les empêchait pas de faire des aqueducs. C'est vrai. Mais s'ils se gouraient sur un aqueduc, il y avait quoi? Il y avait 40 morts.
Si on se gourre sur les OGM ou si on se gourre sur les nanotechnologies, qui sont déjà répandues partout, le risque n'est pas le même. Donc moi, je trouve normal que les gens s'inquiètent plus facilement. Et donc pour moi, la notion de citoyen éclairé, c'est aussi cette notion-là. Je pense que le citoyen se sent, qu'on le veuille ou non, dans une société plus à risque qu'avant. Parce qu'il sait très bien que les technologies changent rapidement, elles sont mondiales, elles sont partout, dans tous les aspects de la vie quotidienne. Et donc, il est envahi. Et donc là, il y a vraiment une nécessité de l'analyse, une nécessité de l'intelligence, une nécessité de comprendre quels sont les recours, une nécessité d'avoir l'impression qu'on puisse revenir en arrière. C'est capital. Et donc, je pense que le citoyen, manifeste cette crainte-là. Après, ce qui est un peu mon travail à moi, comment passer de cette crainte-là à un vrai désir de connaissance, ou un vrai désir d'être éclairé, ou un vrai désir de comprendre, ça c'est un enjeu extrêmement compliqué. Il y a cette histoire d'éducation aux sciences qui pose question quand même, puisque moi en tant que chercheur, j'ai participé à un certain nombre de recherches et j'ai lu pas mal dans le domaine, et on a cette interrogation sur quel doit être l'aboutissement de l'éducation aux sciences. Il y a des outils qui ont été développés depuis les années 90 pour mesurer le degré de connaissance scientifique des citoyens ou des publics européens, qui sont apparemment insatisfaisants pour ceux qui analysent les résultats et pour les politiques qu'il y a derrière. Et la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que tout le monde doit être éduqué à la science et qu'est-ce que ça veut dire d'être éduqué à la science? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit être capable de réciter des formules chimiques ou de savoir comment fonctionne une centrale nucléaire ou comment on fabrique des OGM, ou est-ce que... Cette tendance un peu à imaginer que les interrogations qu'on pourrait avoir sur les sciences pourrait se ramener à des interrogations de base, c'est-à-dire tout compte fait, disons-le simplement, donner aux adultes ce qu'on donnerait aux enfants, ça serait bien suffisant. Si on demande à un enfant d'être attentif aux cailloux qui tombent, il devrait pouvoir comprendre assez rapidement les lois de l'apesanteur. On sait bien que c'est pas tout à fait vrai. Il y a d'autres manières de parler de l'apesanteur en faisant intervenir Einstein, et ça devient plus compliqué, mais savoir ce que pense Einstein change notre relation avec le monde. Je suis convaincu de ça. Alors que faire? Je ne sais pas, parce qu'en même temps, je suis convaincu qu'il y a des gens qui continuent à penser que le Soleil tourne autour de la Terre. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. En même temps, il y a des gens qui sont morts pour dire l'inverse. Donc c'est quand même très troublant, ça, de se dire que des questions ont valu la vie ou la mort de certaines personnes et finalement n'ont aucune espèce d'importance dans le fond, si j'ose dire, dans notre vie quotidienne. Je crois que c'est difficile de transposer. Alors, donc, si vous traduisez ça en questions plus concrètes, qu'est-ce qu'il y aurait à médiatiser? Qu'est-ce qui serait fondamental à donner aux gens? Pour moi, c'est extrêmement compliqué. Par contre, la réponse que j'ai, là, à mon niveau à moi, c'est que la télévision ne peut pas tout faire. Donc si vous me posez la question à moi, médiateur scientifique, je dis non pas pour me dérober, je dis la télévision ne peut pas assumer à elle seule cette lourde tâche. Donc ça prouve bien à ce moment-là qu'on passe de l'éducation à la culture, c'est-à-dire que l'enseignement doit avoir un rôle, les autres médias scientifiques doivent avoir un rôle important, et pas que la télévision. Moi, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire, moi, je vois le caillou qui tombe, je vois le soleil qui tourne autour de la Terre. Tous les matins, je le vois. Et je me pose pas la question fondamentale, qui est-ce qui tourne autour de qui. Pour moi, c'est vraiment pas fondamental. Après ça, pour des scientifiques, j'ai été moi-même éduqué en sciences au départ, ça doit être important. Je crois que la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut... Ça m'intéresse, parce que moi, c'est une question que je pose souvent. Ça m'intéresse et ça m'amuse et ça m'intrigue en même temps. J'ai souvent rêvé de ça. Imaginons qu'on ait la télévision au moment de Galilée, etc., qu'on soit médiateur. Oui. Là, on est en train de se dire, bon, ce mec, il a un procès, mais... c'est vraiment des choses compliquées. Est-ce qu'on va intéresser les gens à ça? Est-ce que c'est important de savoir si la Terre tourne autour du Soleil ou si c'est l'inverse? C'est-à-dire que nous, X centaines d'années après, on se dit, ouais, c'est fondamental, mais c'est pas sûr que ce soit important. Ou alors, on peut le dire à l'envers, c'est important, mais on n'est pas sûr que ce soit fondamental. Moi, c'est une question qui m'interpelle, parce que c'est à ce moment-là, si ça, c'est pas fondamental, qu'est-ce qui est fondamental? Et en même temps, je suis d'accord avec vous, je comprends bien ce que vous voulez dire. À mon avis, ce qui est fondamental, c'est les choix de société, ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire, par exemple, quand un patient va voir un médecin, et que donc
logiquement, pour que ce patient se comporte de façon rationnelle, il faudrait qu'il comprenne le sens scientifique ou technoscientifique des médicaments qu'il va prendre. Mais en fait, il n'en a pas besoin. Ce qui est important, c'est qu'il arrive à comprendre qu'il y ait un lien entre un médicament et sa guérison ou sa thérapie. C'est-à-dire il n'y a pas lieu de connaître... Pourtant, c'est fondamental. Si par exemple, quelqu'un a un diabète, c'est fondamental pour cette personne de prendre les médicaments de façon régulière. Mais ce n'est pas fondamental de connaître la chimie ou la biochimie qu'il y a derrière ces médicaments. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, quand même, et où je pense que le citoyen éclairé ou citoyen éduqué a un rôle à jouer, c'est que je pense quand même, sans vouloir vous vexer, que vous avez une vision un petit peu simpliste de notre rapport aux médicaments. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des médicaments qui sont inefficaces. Le citoyen éclairé le sait, je ne donnerai pas de nom. Ces médicaments continuent à être prescrits et remboursés. Donc il n'est pas tout à fait absurde dans ce monde où vous ne connaissez pas l'efficacité biologique du médicament que vous employez, par contre d'être informé du médicament qui n'a pas d'efficacité biologique. Oui, mais là on est dans l'efficacité. Et que votre médecin continue à vous prescrire. C'est-à-dire on n'explique pas pourquoi le médicament est inefficace. Non, ce qui est important, c'est qu'effectivement la personne sache à quoi sert son médicament. Parce que si moi je vous dis que le médicament est inefficace, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Donc je suis obligé de vous dire un petit peu un minimum de connaissances qui fait que je puisse affirmer que ce médicament n'est pas efficace. Donc que vous le vouliez ou non, à un moment, je suis obligé d'apprendre quelque chose qui n'est pas de mon ressort. Mais je trouve que c'est une belle définition de la vie. On est censé apprendre des choses qui ne sont pas de notre ressort. Non, mais à mon avis, il y a des connaissances qui sont utiles. Les médicaments, c'est utile au quotidien. Après ça, il y a des connaissances qui peuvent être scientifiques, qui sont utiles pour se façonner une vision du monde. Mais c'est des savoirs qui sont assimilés, qui sont appropriés par le public. Je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui, pendant des années, ont pris des voitures qui marchent à l'essence. C'est tout ce qui les intéressait. Et maintenant, on est dans un débat sur les ressources limitées en essence. Si on avait pensé avant, si les gens avaient pris conscience plus tôt que leur voiture marchait à l'essence et que l'essence était limitée, peut-être que l'opinion serait un peu plus préparée à des modifications. Donc je continue à dire, à prétendre, à affirmer que les connaissances sont nécessaires et utiles. Jusqu'où, je ne sais pas, mais on ne peut pas faire une frontière nette entre ce qui serait de l'usage commode et je m'en fiche, je n'y comprends rien, mais ça me sert. On ne peut pas faire une frontière aussi claire entre ce qui est cette notion d'usage et cette notion des connaissances. Les deux sont mêlés. Et moi, je trouve que mon rôle de médiateur scientifique, c'est de faire sentir, je ne sais pas comment, pas forcément d'expliquer, ça paraît toujours intellectuel quand on dit expliquer, de faire sentir aux gens qu'il y a une relation avec un monde de connaissances qui les attend, et que cette relation peut se modifier, et qu'il est de leur intérêt qu'elle se modifie, qu'il est de leur intérêt qu'ils en sachent un peu plus. Donc c'est des connaissances qui sont contextualisées, c'est-à-dire c'est pas de la science pure, c'est des connaissances qui sont mises en relation avec l'environnement, avec de l'économie, avec des questions concernant les déplacements. Et à mon avis, s'il y a eu vraiment une réaction assez hostile par rapport aux OGM, c'était pas à cause de la science pure, c'est-à-dire à la rigueur ce qui se passe dans les laboratoires, ça peut être intéressant à voir à la télé, mais c'était cette confrontation justement OGM et alimentation, c'est-à-dire cet élément non identifiable qui tout d'un coup vient perturber quelque chose de culturel, quelque chose de très personnel, quelque chose de très intime. Et puis à mon avis, d'autres notions que les gens, je pense, sentent, même s'ils n'expriment pas, qui rejoignent un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur cette notion que le monde a changé. Moi-même, je suis quand même très perplexe quand j'entends affirmer comme une définition scientifique claire la notion de essai en plein champ. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire essai en plein champ ? Pour moi, un essai, c'est dans une structure confinée. C'est pour ça que c'est un essai. Un essai en laboratoire, je comprends ce que ça veut dire. La notion de essai en plein champ, pour moi, échappe à ma compréhension scientifique. J'ai tendance à la penser, si j'étais polémique, j'ai tendance à la penser anti-scientifique. Je pense que ça, c'est un leurre. Je pense que quand on dit essai en plein champ, moi, je veux bien qu'on justifie la recherche, les questions qu'on se pose, etc. Mais quand on est en plein champ, on est dans le monde, quoi. On est dans le monde, on est dans l'univers, donc on est dans un essai qui concerne l'univers. On n'est pas dans un essai qui concerne une parcelle. Et donc que les gens qui sentent la différence entre parcelle et monde, ils ont bien raison. Le reproche qu'on pourrait faire aux directions que prennent les actions de médiation, c'est que parce qu'il y a certains
il y a certaines priorités qui viennent un peu des mondes scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a eu la crise, par exemple, des recrutements pour des étudiants en sciences, il y a eu toutes ces craintes qui ont été médiatisées un peu, ou plutôt qui ont été... dans le discours, ça apparaissait comme des crises de confiance. Donc petit à petit, avec ce discours ambiant, avec ces missions que se sont données un peu les centres de culture scientifique et technique, on a l'impression que beaucoup d'actions, et je considère que c'est une limite, c'est-à-dire beaucoup d'actions de médiation scientifique se limitent à faire de la promotion de la science, à mettre la science un peu en spectacle pour provoquer un peu d'admiration de la part des publics, à vendre la science, parce que effectivement c'est quelque chose qui, en termes de valeur, c'est quelque chose de fort, la science vectrice de progrès, la science qui doit nous permettre de sortir de la crise, pourquoi pas. Et ça, je trouve que c'est une limite, c'est-à-dire ça rompt un peu avec ça limite tout ce qui est création autour de la médiation scientifique. Mais la limite de la limite de la médiation scientifique, pour moi, par rapport à mon métier de télévision, je dirais que c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'elle peut avoir plusieurs aspects. Parce que ce qui agace forcément les gens, et qui fait partie de notre problème quand même, c'est qu'il y a par exemple la limite supposée de notre auditoire. C'est-à-dire que moi, je serais censé médiatiser la science jusqu'à un certain point où le public ne la comprendrait plus. Alors, qui sommes-nous pour parler au nom du public? C'est un vaste débat. Évidemment, on a des indications quand même, puisque sans parler de l'obsession de l'audience est quand même un outil d'information. Donc, si on fait un programme que les gens ne regardent pas ou de manière très, très minoritaire, on peut se poser plein de questions, mais entre autres quand même celle de savoir si on a bien médiatisé la science. La deuxième limite, c'est la limite de comment, ça rejoint ce qu'on disait sur comment médiatise-t-on. C'est-à-dire on est parfois obligé d'employer ou des images, surtout à la télévision, ou des métaphores, terrains sur lesquels les scientifiques ne nous suivent en général qu'avec beaucoup de prudence, quoi. Dans un documentaire, on se posait la question de savoir comment faire sentir ce qu'était la recherche, et on a pris, on s'est dit, on va imaginer un martien qui arrive sur la Terre. Il arrive pendant un match de foot, il voit tout sauf le ballon. Et donc, on a monté des éléments de match de foot en rendant le ballon invisible. Et donc, on a dit, voilà les questions que se posent les Martiens. Ils voient des gens qui courent. Bon, ils ne courent pas dans le même sens. Donc, il peut supposer qu'ils courent l'un contre l'autre. S'ils courent les uns contre les autres, ils se disputent quelque chose. Que se disputent-ils? On ne sait pas. Il y a bien deux côtés, et puis il y a un public. Et puis de temps en temps, le regard du martien s'affinant, il remarque qu'il y a des filets. Et de temps en temps, le filet se gonfle par ce ballon invisible qu'il ne voit pas, et la foule explose de joie. Donc il redécouvre progressivement les règles du football, et là où c'est de la recherche, c'est qu'il finit par être obligé d'imaginer le concept du ballon. C'est-à-dire c'est l'observation de tous ces signes autour de lui qui lui fait comprendre qu'il y a un truc clé au centre de ça, qui est le ballon. Donc je trouvais que c'était un très bel effort, je te tente de parler de ça, je trouvais que c'était un très bel effort audiovisuel qui assez paradoxalement aboutissait à quelque chose d'invisible pour être compréhensible. À mon avis, c'est une chose qui manque dans beaucoup d'actions de médiation, c'est justement cette approche de la science en train de se faire, c'est-à-dire à mon avis, ce qui manque au public, ça serait... pas faire de l'ethnologie de laboratoire, mais observer le scientifique pas nécessairement en train de chercher, puisqu'on donnerait une image un peu trop idéale du scientifique à mon goût, mais justement, c'est quoi une problématique de recherche, à quoi c'est associé, à quels enjeux qui ne sont pas nécessairement scientifiques. Il peut y avoir des enjeux économiques, des enjeux de société, mais sans les réduire. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est qu'on arrive à voir la chose dans toute sa complexité. Et l'autre problème que je soulève en parallèle, c'est qu'on est vraiment trop à mon avis, quand on parle communication et médiation scientifique, on va vraiment du haut vers le bas. Enfin, c'est une métaphore un peu malheureuse, mais des pistes à creuser pour s'améliorer un peu, ça serait peut-être de laisser parler le public, c'est-à-dire pas nécessairement donner un cadrage scientifique. Moi, j'ai organisé des cafés des sciences pendant 2 ou 3 ans, où mon principe était simple.
on lançait la discussion sans cadrage scientifique, c'est-à-dire je mettais juste les choses en contexte pendant 5 minutes et après ça, je laissais venir la parole. Même s'il y avait 10 minutes de blanc, c'était pas gênant et on laissait parler les publics d'abord, quoi. Et après ça, on avait des belles discussions. Et c'est peut-être ça qui nous manque qui manque dans la médiation scientifique, c'est de partir non pas avec cette vision du public, du grand public, du public en général, mais de s'ouvrir à un ensemble de publics en particulier qui ont nécessairement un point de vue sur la science, puisque la science, elle est médiatisée, elle est visible, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est là, et à mon avis, ils ont des choses à dire. Je suis d'accord avec ça, mais avec une nuance, c'est peut-être mon côté un peu provoque. Comment dire ? Je pense qu'il y a quand même des chercheurs, je pense qu'il y a des gens qui savent, et des gens qui en savent moins, et des gens qui ne savent pas. Donc je ne crois pas à à l'émergence spontanée du savoir. Je dis ça parce que vous parlez de la figure du professeur, quoi, finalement. Hein. Oui. Et donc moi, avec toute ma culture de la 5e à l'époque, ce qui a mis du temps à venir, c'est vrai que nous, à l'époque, télévision de diffusion du savoir, on avait une tendance à essayer d'apprendre quelque chose. Après, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça fonctionnait beaucoup mieux si on se posait les mêmes questions que le public et qu'on avançait ensemble, ceci prenant des formes dramaturgiques diverses et variées. Mais enfin, cette notion d'avancer ensemble pour répondre à des questions permettait d'acquérir des connaissances. Néanmoins, je pense quand même, là où je mets un bémol, je trouve que du coup, on se met à mépriser peut-être exagérément la figure du professeur. Parce que moi qui suis un homme d'image, je me dis c'est peut-être une question de casting, quoi. Peut-être qu'il y a les bons profs et les mauvais profs. Si on se rappelle de nos souvenirs d'enfance, il y a quand même des profs qui nous ont émerveillés, quoi. Ils ne nous demandaient pas de participer, ils nous demandaient d'écouter. Et je pense que l'écoute a quand même, l'écoute d'un bon prof a une vertu émerveillante. Et donc je ne voudrais pas qu'on s'en prive nécessairement. Je pense que si des gens comme Hubert Reeves sont restés dans la mémoire des gens, c'est bien parce qu'ils ont quand même dit des choses en public, en gros plan, qui étaient leurs connaissances, et ils ont mis ces connaissances à portée, comme on dit. Alors à portée, voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même des gens qui ne cachaient pas le fait qu'ils en savaient plus que les autres. Il n'est pas forcément humiliant de prendre connaissance que je ne sais rien devant quelqu'un qui sait beaucoup et que je comprends. Je suis d'accord en partie avec votre point de vue. Je vais juste un peu nuancer mon propos. Je pense que ce qui est important, si on s'intéresse à la relation science-société et donc à la médiation scientifique, c'est il faut qu'il y ait une reconnaissance mutuelle de la connaissance et de l'ignorance. C'est-à-dire il faut que les scientifiques et les médiateurs reconnaissent que les publics ont des savoirs qui ne sont pas nécessairement des savoirs scientifiques, mais ils ont des savoirs sur la science. Et d'un autre côté, il faudrait qu'on donne une certaine valeur à l'ignorance, c'est-à-dire les publics ont le droit d'ignorer des choses, volontairement ou non. Et les scientifiques aussi, il faudrait qu'ils se considèrent un peu comme ignorants, parce que des fois, on est confronté à une arrogance un peu trop forte des scientifiques concernant leur savoir et les extensions que peuvent prendre leur savoir. Oui, je pense que la notion que vous évoquez du partage de l'ignorance et de partage du savoir est une notion que je trouve vraiment très forte. Pour l'avoir vécu, je pense que vous l'avez vécu aussi quand vous évoquiez les cafés des sciences, enfin, poser des questions directement à un scientifique, poser la question qu'on sait très bête, quoi. Enfin, la question taraudante qui traduit notre ignorance. Par exemple, si je prends cet exemple de le monde est limité, mais il est en expansion. Le monde est fini, mais il est en expansion. Donc c'est un vrai bonheur de poser la question scientifique, puisque ce monde est fini, mais en expansion, dans quoi se fait son expansion ? Et je trouve que les réponses des scientifiques à ce moment-là sont souvent très, très intéressantes, parce qu'ils sont obligés d'avouer ou leur ignorance, ou leur impossibilité à mettre ça en mots, et que donc du coup là le partage entre le public et le scientifique devient un partage de la maladresse, de quelque chose le partage du fait que le monde nous échappe, voilà. Alors que ça, c'est peut-être la seule connaissance de base, c'est que le monde nous échappe en grande partie. C'est déjà fini, bravo et merci. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau débat, 2 invités sur ce même plateau, rien que pour eux.